La visite du président chinois en France. Est-ce qu'il fallait dérouler un tapis rouge au président chinois? Est-ce qu'économiquement, au fond, et politiquement, ça en vaut la peine? Il faut évidemment parler avec la Chine. Qui peut penser qu'il ne faut pas parler avec la Chine, quelles que soient les critiques qu'on peut formuler vis-à-vis de ce pays et quelle que soit la vision hégémonique aujourd'hui de la Chine? Il faut parler. Il faut que l'Europe surtout parle avec la Chine et il faut qu'elle parle de manière cohérente, coordonnée. Mais c'est un partenaire collective. ou un adversaire, la Chine, aujourd'hui? C'est les deux, un adversaire économique, et ça peut être aussi un partenaire sur beaucoup de sujets. C'est comme toujours, le monde est compliqué, comme la nature humaine, elle est compliquée. Donc on voit bien en tout cas que les Chinois, ils ont des projets massifs pendant des années, sur des 10, 20 ans. Les routes de la soie, c'est un projet d'investissement dans des infrastructures type port, aéroport, qui sont absolument considérables. C'est des centaines et des centaines de milliards de dollars. Et on voit bien, au fur et à mesure, elle pousse ses pions. Ça, la Chine, les Chinois sont patients. Ils ont des objectifs, ils essayent de les mener. On voit aussi que l'économie chinoise, quand même, elle commence à se poser plein de questions. On voit qu'il y a toujours énormément de croissance, mais enfin, elle est moins certaine. On voit que le rapport avec les États-Unis est plus complexe. On voit quand même remis en cause un certain nombre de choses. Il n'y a pas de raison d'avoir autant d'asymétrie dans les relations, notamment l'accès au marché public. C'est quelque chose de fondamental. Mais enfin, on les voit aussi partir. De l'aéroport de Toulouse, on les voit partir. Les actionnaires chinois s'en vont. J'espère qu'on ne les verra pas sur ADP. C'est ce que j'allais vous demander. Vous craignez pour ADP? C'est un appel d'offres. C'est un appel d'offres. Le gouvernement a voulu procéder ainsi. Donc il y a toujours des risques de voir éventuellement quelqu'un qui remporte cet appel d'offres sans qu'on en ait envie. Alors, un risque. Il y a, bien sûr que c'est toujours. Je pense que ce serait un risque, oui. Ce serait insupportable pour les Français, pour les Européens. Justement, quand une entreprise française veut s'installer en Chine, elle est obligée de faire un accord avec une entreprise locale. Or, il n'y a pas de réciprocité. Est-ce qu'il ne faut pas que l'Europe soit un peu plus ferme? Il faut qu'elle soit totalement plus ferme. Mais tous les Européens ne sont pas d'accord là-dessus. Demandez aux Allemands, qui exportent énormément vis-à-vis de la Chine, ils ont une position plus mitigée. Mais la vérité, c'est que sur les années qui viennent, il faut une fermeté. En tout cas, il faut juste accepter d'un côté ce qu'on accepte de l'autre et refuser d'un côté ce qu'on refuse de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut faire du protectionnisme si la Chine continue à ne pas ouvrir sa machine à l'Union européenne? Il faut se protéger des inégalités de relations, donc de l'asymétrie des relations humaines. 19e samedi de Gilets jaunes, week-end plus calme que le week-end dernier. Une blessée plus précisément à Nice. Emmanuel Macron a réagi dans Nice Matin. Ce matin, il faut avoir un comportement responsable quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer. On ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits. Il a raison, Emmanuel Macron. Il le dit brutalement, mais d'abord, la personne est blessée, je crois assez gravement, donc évidemment, on ne peut que lui souhaiter un rapide rétablissement et dire notre peine à sa famille. Mais la question, elle est aussi de savoir s'il faut aller dans des manifestations interdites, dans des lieux interdits. C'est une question. Donc les personnes qui y vont engagent leurs responsabilités. Un autre sujet, les retraites, sujet que vous connaissez bien. Vous avez mené une réforme, débat la semaine dernière autour du recul de l'âge de départ à la retraite. Jean-Paul Delevoye a confirmé qu'on ne toucherait pas aux 62 ans. Vous êtes pour un recul à 65 ans. Quand vous avez vu la polémique la semaine dernière, est-ce que vous pensez que votre proposition est acceptable par les Français? C'est toujours la droite, avec Édouard Balladur, avec François Fillon, avec moi en 2010, qui avons essayé de faire en sorte que le système des retraites, il évolue. Parce que c'est comme la vie, donc ça a besoin d'évoluer, de s'adapter en réalité aux adaptations de la vie, à l'économie, à l'espérance de vie, à tous ces sujets, à la façon de travailler. Donc il faut le faire, et on voit bien qu'il faut répondre à la question que se posent les Français systématiquement là-dessus. À quel âge je pars? C'est la première des questions que vont poser les Français. Justement, à quel âge je pars? Avec quelle pension? Et est-ce que c'est garanti? Est-ce que pendant toutes ces années, 25 ans quand même, aujourd'hui en moyenne en retraite, est-ce que mes revenus de retraite, de pension seront garantis? Donc on voit bien que l'espérance de vie augmente et qu'il faut augmenter au fur et à mesure du temps l'âge à laquelle on peut partir en retraite. C'est une retraite à la carte aujourd'hui, mais à la carte à partir de 62 ans. Mais il faut monter peut-être d'un trimestre par an, jusque dans les années 2030 ou 2032. Il faut remonter de 3 ans l'âge de la retraite pour assurer le financement des régimes de retraite. Et la vraie injustice aujourd'hui, c'est les régimes spéciaux. La vraie injustice, quand le président de la République dit « je veux combattre toutes les injustices », mais d'abord, on le fait depuis bien longtemps.
Mais la véritable injustice, c'est les régimes spéciaux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui partent extrêmement tôt, bien plus tôt que les autres. Ça, c'est super injuste s'il n'y a pas de raison très objective de le faire et pas des raisons historiques. Et je vois bien que M. Delevoye, son équipe, a bien du mal à répondre à cette question parce qu'il ne se pose pas les bonnes questions. Depuis le début, il ne se pose pas les bonnes questions. Et c'est ce qui crée d'ailleurs les couacs, la cacophonie au gouvernement sur un sujet aussi important. Un jour, Mme Buzyn dit ça, le lendemain, le Premier ministre dit ça. On dit qu'ils ont mal interprété. La lecture d'un texte par Mme Buzyn devant l'Assemblée nationale la semaine dernière était un peu pathétique, hein, pour tout vous dire. Elle lisait ce que son cabinet lui avait dit pour essayer sur ce sujet, sur cette réforme des pour retraites. manger son chapeau. Le gouvernement est capable de faire faire cette réforme, selon vous? Mais il est capable de faire une réforme à minima, oui. Il est capable de faire une réforme comme on fait des socialistes à une époque, c'est-à-dire à minima, c'est-à-dire sans répondre à la question, aux 3 questions que je posais, sans répondre à ces questions-là. Éric Woerth, vous faites un certain nombre de propositions pour la sortie du grand débat, le tout débattu à l'Assemblée nationale lors de propositions de loi début avril. C'est le retour de la droite qui a des idées? En tout cas, la droite, elle ne sera crédible que si elle a des idées, et pas toujours les mêmes idées. Alors, on peut avoir les mêmes valeurs. Ça, c'est les mêmes valeurs, il ne faut pas changer de valeur toutes les 3 semaines. Mais sur les idées, il ne faut pas en changer toutes les 3 semaines non plus. Mais il faut, au fur et à mesure du temps, les peaufiner. Puis, j'ai fait un certain nombre de propositions. Par exemple, se dire, dans les débats aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, on ne sait pas où notre argent va. On paye des impôts, beaucoup d'impôts. On est champion du monde sur tous les impôts. Donc, on paye beaucoup d'impôts, mais on ne sait jamais où ça va. Je propose, par exemple, que 5% de l'impôt sur le revenu que vous payez, vous puissiez l'affecter à la politique de votre choix. Est-ce que je voudrais que ces 5%, ils aillent à l'éducation nationale, ils aillent à la défense nationale, ou à la réduction de la dette, d'ailleurs? Ça montrerait qu'il y a aussi un impôt participatif, et pas uniquement une démocratie participative. Sur la fiscalité écologique, dans ce que vous proposez, puisque c'est de là qu'est partie la colère des Gilets jaunes, vous voulez réserver une part verte dans l'ensemble des grands impôts français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comment on fait pour entrer dans un monde meilleur? Normalement, on veut entrer dans un monde meilleur, moins carboné, où on respecte la planète, etc. Mais comment entrer dans un monde meilleur avec une vision punitive de ce monde? On te punit, on augmente ton carburant. Et puis c'est pas juste, votre carburant, quel que soit votre revenu, c'est le même prix, donc que vous soyez extrêmement aisé ou que vous soyez extrêmement pauvre, vous paierez votre plein de la même manière. Moi je pense qu'il faut évidemment garder un prix du carbone, mais ce prix du carbone, il doit être global et il doit permettre d'asseoir une fiscalité, une part verte dans tous les impôts. Si vous avez une TVA à 20%, vous pouvez réserver 1 point, 2 points de TVA à des politiques vertes, c'est-à-dire réparation de tous les dégâts environnementaux, mais surtout transition écologique. C'est vrai pour l'impôt sur le revenu, c'est vrai pour l'impôt sur le capital. Ce serait juste parce que ça contribuerait, dans la fiscalité française, on a beau la critiquer, elle redistribue beaucoup. Elle est très redistributive et elle est très progressive et très concentrée sur les plus aisés. Donc ce serait une manière tout à fait nouvelle, il me semble-t-il, plus acceptable que l'augmentation totalement débridée de l'essence ou de l'énergie. Vous étiez sur ce plateau d'ailleurs un peu critique vis-à-vis de François-Xavier Bellamy. Les premiers pas de cette campagne semblent démontrer que vous vous êtes trompé, mais en tout cas qu'il s'en sort mieux qu'il n'était prévu par les observateurs. Vous actez ça? Mais moi, je ne souhaite pas du tout la défaite de ma famille politique. Je souhaite sa victoire. J'ai contesté sur le profil, hein, c'est ça, oui. J'étais sur le profil, pas sur l'homme. Je n'ai jamais attaqué les hommes. Heureusement qu'on a une tête de liste qui soit capable de parler de l'Europe et plutôt bien. Enfin, c'était quand même heureusement qu'on a choisi quelqu'un comme cela. Donc, je pense que notre marge de progrès, elle est importante. Qu'aujourd'hui, on est encore à des niveaux faibles, voire très faibles, mais qu'il y a une progression. Donc, ce qui compte en politique, c'est quand même la dynamique. Jusqu'au socle de François Fillon. Je pense que c'est ce qu'il faut qu'on essaye de faire. Et puis, il faut qu'on régénère notre pensée. Il faut qu'on s'appuie sur tout le monde, sur les plus âgés, les plus expérimentés, les plus jeunes. Enfin, il faut vraiment qu'on s'appuie sur tout le monde. Il faut qu'on soit extraordinairement ouvert et attentif à ce qui se passe. Et il faut qu'on s'adapte à ce qui se passe avec un cap. En tout cas, la campagne est lancée. Je soutiens évidemment cette liste, comme tous mes amis. Et je voudrais que la droite soit ce qu'elle devrait être depuis maintenant une vingtaine de mois, c'est-à-dire soit une réelle solution d'alternative aujourd'hui au débat entre M. Macron et Mme Le Pen. Ce débat n'a aucun sens.